D'abord, je voudrais vous saluer, vous remercier de votre intérêt, mais vous dire aussi quelque chose que c'était un acte crapuleux, plusieurs fois crapuleux, regrettable, parce que rien n'indiquait d'agir de la sorte que on a vu ce pouvoir qui était pratiquement devenu fou agir, tel que ce qui s'est passé. Imaginez que très tôt le matin, vous voyez une horde de 25 gendarmes lourdement armés escalader les murs, défoncer le portail, monter sur les dalles et tenter de faire irruption dans vos chambres, à coucher dans les chambres et pour vous amener, dit-il, mort ou vivant. Imaginez cela. Je dois dire que j'ai eu la vie sauve grâce à la vigilance de mon épouse et à la promptitude de la jeunesse de Cotonou, notamment les jeunes du quartier de Zobo. C'est des choses qui traumatisent toujours. C'est des choses qu'on ne souhaite pas revivre. Le sentiment qui m'anime est que 2 ans après cet événement, pour lequel je garde encore assez d'émotions, mon épouse et moi, nous avons pris la décision de pardonner. Nous avons pardonné parce que le pardon libère beaucoup plus la victime que le bourreau. Et nous avons pardonné, mais nous n'oublierons pas, parce que personne ne peut oublier. Oublier des choses du genre, faire preuve d'assez de sottise. Et nous n'avons pas oublié. Je pense que c'est un événement très regrettable que nous ne souhaitons pas revivre, ni pour nous-mêmes, ni pour personne dans ce pays. C'est d'ailleurs pour ça que nous marquons le souvenir de cette date. Nous marquons le souvenir de cette date. Aussi longtemps que nous en aurons la possibilité, nous marquerons le souvenir de cette date. Voilà, il faut que ceux qui dirigent aujourd'hui en tirent leçon. Vous savez, un pardon, ça suffit. Un pardon ne peut pas être hypocrite. Si vous pardonnez, pardonner, c'est pardonner. Pardonner, c'est refuser de tenir compte de l'événement blessant pour agir vis-à-vis de la personne qui a offensé. Donc, ici, le pardon, s'il est sincère, dit que, bon, vous pouvez aller au secours de l'autre, si l'autre est en difficulté. Vous pouvez aussi en tenir compte pour beaucoup de choses, pour l'intérêt général. Mais il ne faut pas oublier. C'était l'explication de ce que vous êtes en train de dire. Et puis, pour vous le dire, moi, je suis un soldat de l'intérêt général. Je suis entré en politique pour servir, pour être disciple de l'intérêt général. Donc, à partir de là, je ne suis pas entré en politique avec des calculs de ma poche, ni des calculs de l'intérêt particulier. Je ne l'ai jamais fait. Et partout où je suis passé, les gens vous diront, c'est très dominant de mon caractère, de mon approche de l'action publique. Ce n'est ni l'argent, ni les avantages. C'est d'ailleurs pourquoi, si les accords pour lesquels je me mets ensemble pour faire quelque chose ne sont pas respectés, je laisse les fruits ou les avantages personnels de la chose. Ça ne m'intéresse pas. Donc, nous nous étions retrouvés pour défendre une cause qui est le vol, l'organisation d'élections exclusives, le vol du pouvoir législatif. Et nous savions que si quelqu'un arrivait à voler le pouvoir législatif, qui est le cœur du système démocratique, il volait tous les autres pouvoirs, il volait la République, il volait l'État. C'est pour ça que lorsque le certificat de conformité est sorti le 1er février 2019, nous nous sommes concertés au sein de la direction du parti et le 14 février, lorsque les intentions du gouvernement ont été affichées par le ministre de l'Intérieur, le 18 février à l'hôtel Azalaï, nous avons décidé de nous mettre ensemble avec les autres forces politiques pour défendre l'intérêt général, c'est-à-dire défendre les valeurs, les principes et les acquis que nous ont légués les pères fondateurs des droits, des libertés et droits politiques et droits sociaux. N'oubliez pas que j'ai été à la conférence nationale. Et je sais, j'ai été à la conférence nationale, j'étais très jeune, et je sais pourquoi il faut défendre la liberté et les valeurs démocratiques. Il faut les mettre au-dessus de toute chose à défendre. Il faut oublier rapidement les postes, les avantages, les honneurs que confèrent les strapontins et aller au secours des principes et des valeurs. C'est ce que je fais. Et pour le faire, lorsqu'on a pardonné des gens, on peut se retrouver avec ces personnes
pour faire le chemin tout en étant vigilant pour que la lutte ne soit pas déviée vers des avantages, des intérêts, des agendas particuliers. C'est ce que j'ai fait. C'est la qualité du discours de l'homme politique qui détermine son caractère, son action et qui est aussi un paravent, une couronne de protection. C'est la qualité du discours. Et le discours, l'homme politique ne doit pas être que discours, il doit être comportement vécu du discours. Et c'est ce que je fais. Vous ne me trouverez jamais en ma cité dans un acte de corruption. Je ne suis pas corrompu. De détournement, je ne suis pas de détournement. Et partout où je suis passé, au niveau, que ce soit longtemps à l'Assemblée, à la haute cour de justice, plusieurs fois au gouvernement, vous demanderez. J'affiche une qualité exemplaire dans la relation, dans la gestion des hommes et des affaires de l'État. Je ne me préoccupe jamais, je ne m'immisce jamais dans des histoires de corruption, de détournement, de bassesse et consorts. Donc je pense que l'homme politique, j'ai fait une conférence sur un thème confiance, crédibilité et confiance publique au service de l'intérêt général. Donc le critère fondamental, je vais citer un auteur, Ménech, Friedrich Ménech, qui dit que l'homme public doit être un soldat de l'intérêt général. Et moi j'ajoute que la crédibilité, c'est ça que moi qui ajoute, doit être son uniforme de combat. Donc, si vous êtes crédible, si vous avez un discours, si votre population, le peuple, comprend votre discours, c'est le peuple qui se met devant. Et c'est ça. Ce que nous devons retenir, c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut, au niveau de cette pandémie, faire la différence entre deux choses. Il faut faire la différence entre la crise sanitaire elle-même et ses conséquences non sanitaires. Et au niveau de la crise sanitaire, il faut faire aussi la différence entre deux choses. Il y a la connaissance, la bataille scientifique pour cerner le virus qu'on appelle SARS-CoV-2. Il y a cette bataille que j'appelle la bataille scientifique, stricto sensus, et la bataille de l'offre de soins, c'est-à-dire l'existant en matière de protocoles, de thérapeutie, d'équipements, de salles, et de personnel pour faire face et pour accompagner. Alors, lorsque nous prenons le cas de la crise sanitaire, nous devons dire que sur le virus, il n'y a aucun consensus au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Tout ce qu'on vous dit, tel professeur a dit ci, tel médecin a dit ça, c'est des suppositions, c'est des tâtonnements, c'est des essais. Il n'y a pas un traitement sur le SARS-CoV-2, comme d'ailleurs, je l'ai dit 3 fois, sur le SARS-CoV qui a sévi en 2002-2003 en Chine et dans la zone sud-ouest asiatique, il n'y avait pas eu de traitement. Comme il n'y a pas eu de traitement au MERS qui a sévi au Moyen-Orient dans les années 2010, il n'y a pas eu de traitement. La seule chose qu'on a trouvée 2002, 2003 et 2010 pour le SARS-CoV et MERS, c'était les mesures d'accompagnement et les gestes barrières. Nous sommes dans le même cas ici. Nous sommes à recommander les mesures d'accompagnement et les gestes barrières. Tout ce qu'on vous offre comme thérapeutique, traitement, sont des traitements d'accompagnement. C'est traitements d'accompagnement. C'est tout. Il faut que cela soit clair et net. Lorsque nous parlons du SARS-CoV, réellement, c'est ce que nous pouvons dire ça. Sur le côté sanitaire stricto sensus, nous avons des difficultés liées à l'offre de soins. Et il faut faire face à cela. C'est pour ça que sur la maladie stricto sensus, je conseille aux gens de respecter les règles barrières, l'hygiène anti-Covid-2. C'est tout ce que je préconise. Et j'ai réussi sur un fait. Toutes les personnes qui ont des comorbidités, qui ont des antécédents de chronicité, doivent tout faire pour éviter de rencontrer cette pathologie, ce virus. Ils doivent tout faire pour éviter de rencontrer le virus. Parce que si vous rencontrez le virus, personne ne sait ce qui va se passer pour vous. Si vous permettez une minute, personne ne sait ce qui va se passer pour vous. Parce que le mode opératoire du virus, décrit par tous les scientifiques, n'est pas homogène. Le virus peut attaquer les voies respiratoires hautes, il peut attaquer les voies respiratoires basses. Ça peut même migrer et aller attaquer des organes. Aujourd'hui, il y a des littératures qui disent que ça peut attaquer même des cerveaux. Nous avons appris il y a une dizaine de jours
que ça attaque les vaisseaux, et surtout chez les petits-enfants, en créant la maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Donc, toutes ces littératures sont recensées au niveau du comité de veille anti-Covid au sein du parti, où les sachants, les intelligents, ceux qui ont la science médicinale, dont c'est leur spécialité, nous briefent chaque jour sur les débats. Donc, il faut comprendre que c'est un drame qui frappe l'humain. Et il faut, pour ce cas-là, savoir à quoi s'en tenir. Deuxièmement, sur l'aspect non sanitaire a créé des débandades dans le monde. Parce que depuis les événements à Wuhan, en Chine, avec les premiers cas en France puis en Italie, et je laisse même l'Iran, et tout ça, vous voyez tout ce que ça a créé comme panique, difficulté, mesures, contre-mesures. Donc, ça l'a amené à quoi? A amené que dans le principe de l'isolement, dans le respect du principe de l'isolement, cela a créé un ralentissement de l'économie mondiale qui a créé des problèmes sur les finances et qui crée de sérieux problèmes sociaux. Et ces problèmes sociaux nouveaux s'ajoutent aux problèmes sociaux existants, et ce qui crée que nous avons besoin de faire face à des troubles au niveau de nos sociétés. Et pour cela, il faut accompagner les plus vulnérables. Et lorsqu'on parle du ralentissement de l'économie, on parle des problèmes, des tensions sur l'emploi. Et on parle aussi du sort de l'économie, de la stabilité des États et des économies, des engagements. Donc, il y a un complexe de situations qui est créé et pour lesquelles il faut que les acteurs publics, tant de notre pays, de la sous-région qu'au niveau international, essayent de faire face. Voilà un peu la question. Et c'est pour ça que nous interrogeons, nous ne sommes pas d'accord avec l'approche du gouvernement et du président Talon. Nous ne sommes pas d'accord avec leur approche, même si la doctrine en matière d'épidémiologie stricto sensus est ce qu'on appelle l'immunité collective et qui consiste à espérer que la population soit largement contaminée. Si c'est ça, disons la vérité aux populations. Alors on dit aux populations, notre doctrine consiste à vous laisser vous contaminer largement et expliquer aux populations ce que ça veut dire. Ça veut dire que le maximum sera contaminé et sur le maximum contaminé, on espère que le maximum de ce maximum contaminé va développer l'immunité pour faire tomber, pour constituer une barrière humaine naturelle contre le virus. Si c'est ça, il faut expliquer aux populations et dire aux populations les conséquences. Les conséquences, si nous ne connaissons pas le virus, c'est les dégâts que provoquent les chronicités qui existaient, et les dégâts que provoquent les immunités, les organismes faibles, et les dégâts que provoquent les comorbidités. Et là, cela nous plonge dans le sauvetage individuel personnel. Parce que si j'ai écouté le président Talon le 29 mars, je pense qu'il est dans cette doctrine de sauvetage personnel, puisque le sauvetage de l'État n'existe pas. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, nous pensons qu'il faut accompagner. Parce que l'humanité parle de guerre et parle d'ennemis invisibles. En matière de guerre, il faut face, il faut l'unité, il faut la solidarité et l'entraide. Et il faut questionner d'abord l'impact du choc pour pouvoir élaborer un plan d'ensemble pour aider les structures exposées, surtout les structures vulnérables. Voilà. Les mots ont un sens. Et au Bénin, il n'y a pas de confinement. Il n'y a jamais eu confinement au Bénin pour qu'on parle de déconfinement. Au Togo, au Ghana, en Afrique du Sud, au Nigeria, on peut parler de confinement, déconfinement. Au Bénin, il n'y a jamais eu de confinement pour qu'il y ait de déconfinement. Deuxièmement, au Bénin, il n'y a jamais eu fermeture des écoles et des établissements. Le gouvernement n'a jamais fermé les écoles et les établissements. Le gouvernement a dit, on prolonge les congés. Prolonger les congés, c'est un concept. C'est que les enfants sont supposés être en congé. Jusqu'à maintenant, les écoles ne sont pas fermées, ni les établissements. Donc, je ne pense pas que ce qu'on dise en Europe, ailleurs, des confinements par vague, par-ci, par-là, soit le cas du Bénin. Le Bénin, il faut que le monde entier sache. Ici, au Bénin, il n'y a pas eu de plan d'accompagnement. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a même que notre pays, vous avez suivi, les frontières ne sont pas fermées.
L'aéroport est resté longtemps ouvert, opérationnel. Donc, je ne pense pas. Et même lorsqu'on parle de 2 morts, il faut dire, mais c'est triste. C'est triste. Parce que j'ai dit ici que nous ne sommes pas producteurs de Covid. Que ça plaise ou non, on nous a dit que ça vient de Chine. Et il y a une grande polémique internationale sur ça aujourd'hui. Nous ne sommes pas producteurs de ça. Alors, l'idéal aurait été que nous prenions les mesures d'isolement. On n'a pas fait. Et il y a eu l'importation il y a eu l'invasion du Bénin par des cas importés. Toutes les grimaces qu'on continue à faire, cordon sanitaire par-ci, c'est du pipeau. On amuse la galerie. J'ai même entendu quelqu'un venu ici dans ce pays, et ceux qui ont le complexe de coloniser, on commence par parler Odon-Valé. Quelqu'un qui est venu faire une confusion entre tuberculose et puis, comment on appelle ça, SCOP2. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez le rythme. Nous passons d'1 et nous sommes à 90. C'est ce qu'on vous a dit, mais c'est plus que ça. Attendez quelques jours. Heureusement que vous avez dit officiel. Mais attendez quelques jours. Quelques jours. La courbe monte. Cela montre que, et puis certains osent même comparer à d'autres pays. Vous dites oui, d'autres pays sont à temps, nous sommes à temps. C'est de l'irresponsabilité. Parce que les gens se cognent la tête contre le rocher et vous allez cogner la tête contre des cailloux. C'est ça? Si quelqu'un cogne la tête contre la montagne, vous allez cogner la tête contre les collines. Vous dites que vous attendez, vous n'avez pas fait pire que l'autre. Quelle est cette théorie? On pouvait éviter l'importation massive de cas au Bénin comme nous le faisons. Nous l'avons constaté, le gouvernement fait. On pouvait éviter ces morts. Et vous voyez cette communication un peu bizarre. Chaque fois qu'on dit il y a tel cas, on dit il y a tel cas guéri. C'est faux. Personne ne guérit le Covid. Personne. Le Covid se guérit lui-même. Votre organisme réagit. Parce que comme je vous ai dit, c'est en fonction de votre état d'immunité, de votre capacité immunitaire. C'est en fonction des antécédents connus ou non connus que vous avez. C'est en fonction de l'âge que vous avez. C'est en fonction de votre sexe. C'est en fonction de votre groupe sanguin. C'est en fonction même de votre vécu, de votre historicité psychologique. C'est en fonction même de votre statut social. On a vu aux États-Unis que les milieux pauvres, les milieux des émigrés afro-américains pauvres ont été lourdement frappés. Donc, les gens qui viennent dire on a guéri, ils guérissent, il y a des sous-traitements, c'est depuis il n'y a aucun traitement. Même les protocoles de ci et de ça qu'on dit, il n'y a pas de traitement, il n'y a que des accompagnements. J'appelle traitement ce qui attaque, déprogramme, déchiquette le virus et le sort de l'organisme. Et qui peut le faire de manière constante, répétée et industrielle. En dehors de ça, nous n'avons que des palliatifs, nous n'avons que des accompagnements. Il faut que nous réglions plusieurs problèmes. Le problème est notre connaissance du virus et notre capacité à comprendre ce que je suis en train de dire, qui sera in fine la solution. C'est le sauvetage individuel. C'est le sauvetage individuel. Parce que ce gouvernement ne veut accompagner personne. Ce gouvernement ne veut accompagner personne. C'est une question de volonté. Et ce gouvernement mise beaucoup plus sur l'économie, comme l'a dit son chef. Vous l'avez écouté le 29. Il dit, Patrice Talon, je prépare l'après-Covid économique. C'est ça ce qu'il a dit. Donc, ce gouvernement n'a pas le curseur sur la vie. Or, si le gouvernement n'a pas le curseur sur la vie, et que nous sommes dans un contexte majoritaire de l'hypothèse de l'immunité collective, donc de la contamination du plus grand nombre, il ne reste à chacun que le sauvetage personnel. C'est ce que je préconise. Et qui consiste à respecter les gestes barrières. Tous les gestes barrières comportant l'hygiène anti-Covid, le lavage des mains, la propriété, et éviter les gens, respecter les distances physiques et autres. Parce que j'ai écouté quelque chose dans la reprise au niveau de l'Europe, surtout en France. On a imposé que chacun dispose d'un espace de 4 mètres carrés.
dans les bureaux. Est-ce que nous avons ça? J'ai écouté quelque chose, on a dit dans les reprises, les sportifs doivent faire 10 mètres de distance entre eux. Ce qui lève le coin de voile sur la possibilité du voyage aérien du virus. On dit les joggeurs et les cyclistes doivent faire 10 mètres de distance. Ce qui veut dire, au-delà. Donc, et chaque fois que nous apprenons ces choses, et que nous sommes dans le contexte qui est le nôtre, il est de notre devoir de répercuter ça sur la population. Le travail du leader aujourd'hui, c'est un travail qui doit consister à communiquer largement avec la population. J'ai parlé dans ce pays, ce n'est pas moi le parti, nous avons produit 3 documents. Et nous avons insisté dans le premier document, le premier point du tableau comparatif. Le premier point, c'est la distribution, la mise à disposition de masques. Nous l'avons dit ça depuis le 18 mars. Nous avons répété le 20 et le 26 mars. Nous n'avons pas les masques. Et mieux, on veut vendre ça aux gens. On leur vend ça déjà. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a dépensé 25 milliards déjà en deux mois. Mais c'est grave. C'est grave. Et j'ai écouté aussi des communiqués de la police qui disent qu'ils ont reçu des instructions pour réprimer ceux qui ne vont pas porter. Pour réprimer. La police va réprimer. Et quelques jours après, c'est des coups de palmatoire qu'on donne à une femme en pleine rue. Et des coups de gourdin, de matraque qu'on tabasse les pauvres conducteurs, ceux qui se débrouillent pour vivre. Alors que l'État ne peut pas les nourrir. L'État les a mis dans la précarité et a fui. Vous avez écouté la tribune coordonnée par Oleshenka? Oleshenka dit, occupez-vous des hommes et non de mettre des bitumes ou des pierres dans les rues pour dire que vous faites le développement. C'est ce que Oleshenka a écrit avec la pléiade d'intellectuels. Vous savez, notre gouvernement est un gouvernement antisocial qui a montré toutes ses carences dans cette affaire. Connaissance approximative et pratiquement nulle, confusion entre le virus et d'autres épidémiologies, défaut de mise à jour, de recyclage de la plupart de ceux qui sont dans ce là, mimétisme de type un peu soumission, de type un peu néocolonial, où on prend les protocoles de ci ou de ça qu'on applique, et puis refus d'accompagner, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé en 2003, 2004, en 2002-2003 en Chine, et en 2010 au Moyen-Orient, qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, et que ce qu'on a fait au niveau du SARS-CoV-1 et du MERS, c'était les gestes barrières et l'accompagnement. Mais c'est toujours dit aux Béninois mon désarroi, ma tristesse, mon amertume, ma déception. Quand je revois ces horreurs, ces scènes, quand je revois des personnes qui sont tombées et qui gisaient dans leur propre sang agonisant, quand ce qui s'est passé à Kandi avec le jeune Jayan Brian, et Jayan Kandisouno, et la dame qu'on a vue à Kadiaou, madame Amoussou, et paix à leur âme. Je rends vraiment hommage à ces personnes qui sont des victimes innocentes. Et c'est des événements très tristes. Et nous ne souhaitons pas que notre pays reprenne avec ces scènes macabres. Et ce qui est cruel, c'est que des gens pensent qu'ils peuvent amnésier, effacer complètement ces choses, alors que les douleurs sont vivaces, tenaces et présentes partout dans le pays et dans le cœur des proches, et des parents et des proches. Je pense que nous devons exiger qu'il y ait justice, qu'il y ait transparence, parce que les militaires qui ont tiré, qu'on a vu sur des vidéos, qu'on a vu sur des audios, qu'on a vu sur des photos, ils viennent d'une unité. Ils viennent des garnisons bien connues. Ils viennent des groupements, ils viennent des corps d'armée connus.
ils sont des chefs. Les formations qui sont venues sont en formation de section, d'unité de combat. C'est dirigé par des chefs. Il doit y avoir un rapport d'état-major sur ce qui s'est passé. Il y a des chefs qui ont reçu les rapports. On ne peut pas nous dire crânement comme ça que c'est fini et que le procureur dit que c'est fini, on n'a rien fait, et puis on n'a rien trouvé, puis c'est fini. On ne peut pas se réunir en bénéficiaire flagrant des actes criminels, des fruits des actes criminels, profiteurs de ces actes criminels, des résultats de ces actes criminels. On ne peut pas accepter que la plupart de ces personnes se retrouvent dans une formation d'assemblée fictive de sang, non acceptée par le peuple, une assemblée sectaire, une fraction, pour dire qu'ils vont amnistier ça. Ce qui se passe est grave. Il faut lumière. On ne dit pas de chercher la lumière contre X ou contre Y, contre tel camp ou tel camp. Mais on cherche la lumière pour le peuple, pour situer les responsabilités. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Quel est l'élément détonateur? Qui sont les acteurs? Qui sont les victimes? Combien sont les victimes? Il faut comprendre ces choses. Les grands peuples comprennent ces choses pour que ça ne se reprenne plus. Les peuples qui ne font pas la lumière sur les drames qu'ils rencontrent sur le chemin, sur la marche de l'histoire, la marche de l'histoire, ces peuples reprennent toujours. Et je ne souhaite pas que ça reprenne. Vous savez, ce jour, nous, on n'avait aucun agenda qui était ces troubles. On était en réunion chez le président Soglo. Lorsque quelqu'un est venu pour dire que la maison de quelqu'un a été encerclée. De ce fait, le président Soglo a pris une bonne responsabilité en disant « allons à ce secours ». Et ce qui m'a frappé est l'attitude de la première dame, Madame Rosine Guerra Soglo, qui a dit, malgré son état de santé, j'y vais aussi. Nous sommes allés, on a vu, et puis on s'est retiré. Et ce qui est passé, est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est grave. Il faut la lumière. Il faut la lumière. Vous le dites, votre question a une réponse. Votre question a une réponse. Et pour une justice, quand il y a mort, le sang appelle justice. Le sang qui appelle justice, si on ne rend pas justice, ça appelle vengeance. Quand on dit le sang appelle le sang, le sang appelle vengeance. Et pour que le sang n'appelle pas le sang, il faut que le sang puisse être rectifié, réparé par la justice. C'est le rôle de la justice. Sinon, rien ne peut permettre aux parents de faire le deuil. Et tant qu'on n'a pas fait le deuil, on n'est pas dans un état psychologique pour transcender le malheur et pour pouvoir regarder la société et la République en paix et en citoyen accompli. Ces personnes qui sont victimes, leurs proches, se posent la question, où est la République? Il faut que la République soit la République de ceux qui dirigent. Il faut que ça soit la République des dirigeants et des dirigés. C'est pourquoi la République doit être transparence et justice. Et c'est ça que je réclame. Non pas pour ou contre quelqu'un. Non, pas du tout. Et ça, je n'accepte pas ce qui se passe. Je ne reconnais pas ce Parlement. Je ne reconnais pas les actes de ce Parlement. Je ne reconnais pas. Et je n'accepte pas ce qui s'est passé. Je réclame et je demande justice. Et je rends hommage aux victimes. Et je porte ma solidarité aux familles éplorées. C'est inadmissible. J'ai écouté, pour rire un peu, quelqu'un à qui je ne veux pas faire de publicité, qui a dit sur une page sur les réseaux sociaux, mais pourquoi un philosophe parle-t-il de l'économie et des finances? Et je dis à ce monsieur qui comprend pratiquement rien à la profondeur, à la densité, à l'immensité de la science philosophique qui est la base et puis l'origine de toutes les sciences et puis la totalité du savoir. Il y a une branche fondamentale de la philosophie qu'on appelle philosophie du développement. Et je ne veux pas aller, ce n'est pas le lieu de rappeler ces choses, mais il y a une branche fondamentale de la philosophie qu'on appelle la philosophie du développement. Et quand nous parlons de l'Afrique, et d'ailleurs de tous les pays, il y a des paramètres, des facteurs de développement. À partir du potentiel
du pays, stricto sensus, la valeur économique du pays. Et puis il y a des doctrines qui s'opposent là-dessus. Parce qu'il y a des valeurs non quantifiables économiquement. Il y a les valeurs immatérielles. Le patrimoine immatériel d'un pays n'a pas de prix. La grandeur, la bravoure, l'épopée de nos anciens, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Mais malgré ça, il y a la valeur, stricto sensus, le poids économique, selon certains standards du pays, qui compte dans le développement. Mais il y a aujourd'hui, tout le monde reconnaît la dette, qui est aussi un facteur de développement, parce que c'est une source de recettes. Mais avec ces deux, il faut interroger deux autres facteurs. La corruption comme facteur et la gouvernance, le type de gouvernance ou le type de valeurs, de principes qui ont fait consensus au sein d'un État, au sein d'une nation. C'est l'ensemble, c'est comment on bouge ces paramètres, leur approche, l'approche qu'on a qui détermine le développement. Et quand nous prenons la dette, puisque c'est ça qu'il est question, c'est ce que vous avez posé, quand nous prenons la dette, il y a la structure de la dette. Il y a la structure de la dette. La dette peut être contractée de plusieurs façons. Ce que nous reprochons ici, c'est la dette par rapport à l'urgence du coronavirus. L'urgence du coronavirus appelle l'accompagnement. Pourquoi ça appelle l'accompagnement? Parce que le corona a créé une chute d'activité économique, un ralentissement, puis une chute dans beaucoup de... Regardez un peu le transport aérien. Vous avez appris tout ce qui se passe sur le pétrole. Vous savez que le transport aérien, le pétrole, compte pour beaucoup dans la géopolitique, dans la géostratégie mondiale. Tous les conflits diplomatiques tournent autour de ces sources d'énergie et de ces avantages et autres là. Vous savez aussi que les pays africains, qui sont des pays producteurs de matières premières, ont des problèmes de non-circulation de ces matières. Donc, tout ça crée des problèmes économiques. Et pendant ce temps, on a besoin de beaucoup de moyens pour faire face aux aspects non sanitaires, aux aspects sanitaires du Covid. C'est une urgence, la dette. Alors, il y a plusieurs doctrines. Il y a une doctrine qui dit il faut aller vers une discussion sur la dette. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le service de la dette qui coûte cher. C'est le remboursement. Quand on parle du service de la dette, c'est le remboursement et votre capacité de rembourser tout en maintenant, tout en conduisant votre programme. On appelle ça la soutenabilité de la dette. Donc, à partir de là, on a dit, le groupe africain de discussion a proposé qu'il y ait une discussion sur la dette. Cette discussion conduira à différer les paiements et à alléger la dette et puis à envisager sa suppression, son annulation. Cela ne gêne rien du tout. Ça répond à une urgence. Ça répond aussi à une discussion responsable par rapport aux prêteurs. Donc, ceux qui vous donnent l'argent, eux aussi, ils ont des problèmes énormes. Donc, puisque c'est urgent, posons ça. Mais il y a une doctrine, il y a ce que Wadani et Patrice Talon ont écrit, c'est que non, nous, la dette est là. Nous allons continuer la dette à faire face et nous voulons d'autres argent maintenant, d'autres endettements pour faire face. Donc, nous continuons la dette ancienne qui est là. Normalement, nous allons continuer à rembourser, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons d'autres dettes. Mais cette fois-ci, puisque nous n'avons pas accès au crédit, au guichet de facilité ou de dette concessionnelle ou à taux réduit, nous allons demander que le groupe des banques capables de nous aider, surtout les banques africaines qui ont de surliquidité, qui sont à jour, qui sont crédibles, qui peuvent aller prendre des taux bonifiés concessionnels, nous prennent ça à ce taux et nous rétrocèdent, nous, au même taux ou à taux vraiment réduit et dérisoire. C'est la conception de Patrice Talon telle que avancée par Wadani. C'est une conception parmi tant d'autres, mais le problème où c'est une fuite en avant,
c'est que c'est de la dette qui s'ajoute à de la dette. Et là où c'est plus grave dans le cas de Patrice Talon et de Wardani, c'est que c'est un État qui fonctionne gré à gré à partir des dettes et qui fonctionne dans un contexte où il n'y a pas de consensus au niveau de la classe politique. Or, l'absence d'un consensus politique fragilise le service de la dette et ne garantit rien du tout. Surtout dans un contexte où ces messieurs sont allés lever beaucoup d'obligations sur les guichets marchands pour faire du développement. Alors qu'il faut aller plutôt sur les guichets concessionnels ou les guichets de développement et de cohésion qui ont des taux bonifiés ou concessionnels ou très choses. À ce risque, ils exposeront le Bénin à des difficultés. Et plus tard, nous risquons de rentrer dans des mécanismes d'arrangement des montages financiers avec des privés qui peuvent nous coûter très cher. C'est ça ce que je n'accepte pas. Et puis, pour clore ce chapitre, il faut mettre un accent sur la lutte contre la corruption. Parce que la lutte contre la corruption n'est pas la corruption intérieure, mais c'est la corruption sur les transactions, les blanchiments, le suivi et la traçabilité de tous ceux qui volent de l'argent et qui font des recyclages dans des secteurs et autres là. C'est possible de savoir. Si nous faisons tout ça, l'Afrique peut éviter les fuites de capitaux et avoir plus de concentration. Encore que le quatrième facteur que j'ai appelé la gouvernance doit être une gouvernance de consensus ou d'entente. Ce n'est pas une gouvernance de brimade d'un clan contre l'autre clan en se servant de l'instrumentalisation de l'administration, la politisation de l'administration, l'instrumentalisation de la justice et puis aussi la manipulation de l'armée. Vous le dites bien, vous le dites si bien que je me demande s'il y a encore des commentaires que je dois faire. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire les réformes dans un pays doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la société. Ça, c'est la vocation du politique. Le politique, la seule vocation du politique, pour moi, ceux qui m'ont formé, le parcours, ce que nous avons rencontré, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, chaque réforme qui doit être pensée dans le cadre d'un tourniquet sur les acquis et d'une amélioration. La démocratie, c'est la conquête de droits nouveaux, par définition. Par définition. Donc, il ne peut pas y avoir de réforme qui soit contraire à la définition de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de réforme qui soit une reculade au niveau des droits politiques et des droits fondamentaux, des droits sociaux. Or, toute la panoplie de lois liberticides qui a été votée avec ce Parlement de Godillot, pratiquement, l'ancien Parlement de Godillot, et ce Parlement qui n'existe même pas, un Parlement de centre, illégitime et illégal, il se trouve qu'il y a une régression totale et il y a une déprotection de l'employé. On peut vous licencier comme bon semble. Et cela a des impacts, cela impacte négativement le statut de la femme, tant dans le privé que dans le public. Vous savez, les femmes sont généralement c'est la nature qui a fait ce mécanisme. Les femmes exercent des attraits, généralement, partout où elles sont. Et cela crée le problème qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, le harcèlement du sexe masculin contre le sexe féminin, qui est un drame. Et je dois accompagner, féliciter, soutenir la dame de l'ONTB qui a eu ce courage extraordinaire. Parce que ce n'est pas facile de faire ce qu'elle a fait. C'est un acte brave, c'est un acte de bravoure. Subir et oser s'en défaire en disant elle est pionnière. Elle est pionnière. Il faut la féliciter, l'encourager. Elle a mon soutien à moi. Le harcèlement est un phénomène. Quand j'ai appris cette affaire, j'ai eu hier une visioconférence avec Mme Akesson, qui est Dr Akesson, qui est secrétaire national adjoint du parti, secrétaire général adjoint du parti, chargé du pôle idée et du programme du parti, mais qui est spécialiste des questions du genre, philosophie sociale, genre et développement. J'ai échangé avec elle, avec le secrétaire général, avec certains responsables hier en visioconférence, et entre autres sujets, on a longuement débattu de cette question. Elle a même produit une tribune
une brillante tribune que j'ai publiée sur ma page Facebook aussi. Et elle nous a expliqué le drame du harcèlement. Comment ça déconfigure, ça décourage, ça brime, comment ça peut amener au suicide, à la perte de l'estime de soi. Elle a dit ce que la dame souffre est grave. Elle est allée jusqu'à dire d'observer un phénomène, qu'il a fallu que cette dame parle et que 4 autres dames parlent en même temps. Ce qui veut dire que le mal rongeait ces 3, 4 autres dames. Une qui a fait sur vidéo, 2 qui ont fait sur une page Facebook, une qui allait jusqu'à parler d'un ministre qui serait ministre des Mines en 2010. Regardez comment cette femme était meurtrie, rongeait ça depuis, souffrant de 10 ans. C'est là où elle nous a dit que c'est un drame. C'est un drame. Donc, c'est une affaire que moi je condamne. Et je dis que c'est une faiblesse. Parce que, est-ce qu'on a besoin de harceler une femme avant que la femme ne comprenne si vous avez besoin d'elle ou pas et d'accepter ou de refuser? Si elle refuse, elle a refusé, elle est souveraine. Elle est souveraine. Moi, je pense qu'il faut nettoyer cette maison qu'on appelle ORTB. J'avais l'habitude, depuis qu'ils sont cap à mort silencieux, j'avais l'habitude de les appeler ORTT. Mais il faut nettoyer complètement. Il faut nettoyer l'écurie d'Augias. Il faut nettoyer, c'est une pourriture. Et puis, une maison de télévision, de radio-télévision nationale qui devient comme ça. Mais je me demande, le procureur doit se saisir. Le procureur de la République, une fois ça l'a entendu, doit se saisir de cela. Écouter tout le monde. Mettre en examen. Écouter, investiguer. J'ai écouté des hommes qui disent, oui, bon, est-ce que c'est maintenant? Mais ce sera quand? Ce sera quand? C'est comme le braqueur. Lorsque le braqueur vous braque et dit haut les mains, mais vous ne pouvez pas mettre les mains en haut, en bas. Vous mettez les mains en haut. Et vous ne pourrez crier que lorsque le braqueur est parti. Il faut comprendre la situation de ces femmes qui dénoncent aujourd'hui comme une situation du genre. Il ne faut pas les incriminer pour dire, mais pourquoi elles n'avaient pas dit en ce moment? Il y a Jean-Paul Sartre qui dit que on ne peut parler que lorsqu'on est en situation. Quelqu'un qui n'a pas été en situation ne peut pas parler. C'est la situation qui révèle. Donc, ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas du harcèlement qu'exerce la femme sur l'homme. Je ne veux pas l'évoquer pour ne pas embrouiller les choses. Nous parlons du harcèlement qu'exerce l'homme sur la femme à cause du statut de la femme et à cause de ce que nos sociétés sont phallogocentriques. C'est des sociétés qui ont été construites par les hommes. Philosophes a dit les femmes ont le droit de se révéler parce que les hommes ont écrit la société au masculin sans eux, sans elles. Et que la société ne sera équilibrée et portée vers véritablement de progrès durable que lorsque la femme retrouve son statut comme dans le bon vieux temps, dans les vieilles sociétés ancestrales africaines. Au niveau de l'Égypte, la femme du pharaon était aussi pharaon, pour ne pas dire Candace. C'est ça. Pour conclure, je vais vous remercier d'abord, mais je reviendrai toujours au 4 mai qui a fait le prétexte pour lequel nous nous sommes rencontrés. Je ne cesserai jamais de remercier la jeunesse de Cotonou, et de remercier tout le peuple, de remercier les démocrates de partout dans le monde. Je voudrais aussi dire que cet événement a une tâche indélébile, mais je comprends à travers cet événement ce que c'est que le pardon. Et le pardon est très important pour nous permettre d'avancer dans la vie. Et nous avons, mon épouse et moi, pardonné, mais nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas pour que, et c'est d'ailleurs pourquoi nous marquons cette journée de la manière que nous pouvons, pour permettre à ce que les dirigeants actuels tirent des leçons, pour savoir que la toute-puissance d'un pouvoir n'est pas éternelle.
et nous les envoyons vers des lectures pour comprendre qu'il y a eu pire que les pouvoirs durs que nous voyons ici et là, mais qui ont pris fin dans des situations effroyables. On a vu des despotes exécutés sur la place publique, Ceausescu. On a vu comment Mussolini a été exécuté avec sa maîtresse. On a vu la fin d'Hitler, dont la légende raconte que son corps a été calciné. On a vu tout près de nous en Afrique beaucoup. Et nous pensons que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui doivent savoir raison garder. J'aurais souhaité voir un jour, dans les meilleurs délais, par rapport à ce qui se passe, un président Baptiste Talon prend son téléphone et fait la surprise à certains qu'il connaît de les appeler. Rien ne vaut le pardon. Le pardon libère plus la victime que le bourreau. Le pardon est plus nuisible à celui qui vous fait mal qu'à vous. Et je pense que nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin de solidarité, d'entraide. Nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin aussi d'audace. Comme l'a dit le président malgache, nous avons besoin d'audace. L'audace ici, c'est de faire face à ce qui est vraiment le défi. Le défi, réellement, c'est le Covid. Le défi, c'est le développement. C'est les choses qui nous assaillent aujourd'hui. Et pour faire face à ces défis, qui sont le Covid, le développement, la lutte contre la corruption et le cap sur le progrès, l'émancipation de nos zones, nous n'avons pas besoin des politiques de règlement de compte. Et je pense que ce 4 mai et tous les 4 mai doivent permettre que le pouvoir devienne beaucoup plus amour, compréhension, dialogue, que injure, brutalité, arrogance, égo surdimensionné, hubris et leadership pathologique et toxique. On peut bien gouverner tout en étant humble, tout en mettant le pouvoir au service de la paix et de la fraternité. Je vous remercie.